il est de retour. J'ai réussi à le convaincre de revenir. C'est le docteur Nicolas Joly, anesthésiologiste, chef de son département au CHUM. Et lors d'une première capsule, il nous parlait de la communication entre médecins et patients, en fait, dans sa réalité. On a ce mythe, cette impression que les médecins sont inaccessibles, pas toujours de grands communicateurs, pas toujours habiles à discuter avec les patients. Et moi, j'ai lancé un défi à Nicolas. J'ai dit, Nicolas, peux-tu nous raconter des anecdotes pour défaire un peu ce mythe-là et nous faire voir qu'un médecin est capable, comme n'importe quel humain, de raconter, de bien communiquer? Alors, as-tu une ou deux anecdotes à nous raconter de ton expérience de médecin? Ben oui, merci de me recevoir encore ce soir, Stéphane. J'ai deux anecdotes, en fait deux thèmes. Le premier, ça rejoint la communication, comme tu disais. Les médecins, on a des qualités, mais on a aussi des défauts et on n'est pas parfait. Je te dirais que là où je remarque qu'on peut s'améliorer, tu m'as dit des exemples où on communique bien. Ben, on communique entre nous, entre médecins. Puis, un moment où ça peut m'arriver, c'est quand on transfère un patient à un autre médecin. Donc, soit un collègue, quand moi, comme anesthésiste, je vais porter un patient aux soins intensifs, bien, j'ai à faire un transfert. Donc, j'ai à communiquer ce que j'ai fait à mon collègue. Là, il y a toujours je te dirais, pas une gêne, mais un questionnement. Parce qu'on se dit, bon, est-ce que j'ai tout bien fait? Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Puis le transfert, c'est le moment où tu dois dire tout ce que tu as fait ou tu n'as pas fait selon la condition du patient. Ça force à se remettre soi en question. Parce que aussi l'autre va nous remettre en question, il va nous poser des questions. Ah, tu fais ça, pas nécessairement négativement. Reprocher, mais ça doit arriver qu'il te fait prendre conscience que tu as peut-être oublié quelque chose. Ben, c'est certain. C'est certain qu'on n'est pas parfait, comme je te disais, pas qu'on oublie des grandes choses, mais c'est un moment où on peut se re-questionner sur ce qu'on a fait. Puis je pense qu'il faut, comme médecin, le voir comme un moment positif où on peut se remettre en question. C'est important pour tout le monde, je pense, de se remettre en question et pas voir le questionnement de l'autre comme une attaque à soi, mais comme un moment pour prendre soin du patient puis se re-questionner sur ce qu'on a fait. L'autre anecdote, ça se passe dans l'avion ambulance. Oui, D'abord, il faudrait peut-être expliquer, l'avion ambulance, ça sert à quoi? l'avion ambulance, ça sert à rapatrier des patients qui sont malades, très malades, de la périphérie ou des régions éloignées plutôt vers les grands centres. Par exemple, je suis allé dans le Grand Nord québécois, je suis allé en Gaspésie, puis il y a des corridors de service avec Québec, avec Montréal, pour des soins tertiaires quaternaires, donc des soins plus spécialisés qui ne sont pas offerts en région. Donc, pour ce faire, on a besoin d'avions parce que c'est grand le Québec. Et donc, on utilise l'avion ambulance qui est basé à Québec et qui va chercher les patients puis qui les ramène en ville, soit à Montréal ou Québec typiquement. Je pense que c'est les deux endroits où on rapatrie les patients. Et là, ben, là aussi, il y a des transferts parce que il y a une équipe qui fait l'avion ambulance. C'est comme le taxi ou l'ambulance aérienne. Elle prend le patient, par exemple, à Chibougamau et l'équipe de Chibougamau arrive à l'aéroport. Il y a un transfert qui est fait. Tant que l'avion n'est pas décollé, l'ambulance reste sur place. On décolle après avoir pris le transfert. Puis on atterrit souvent Chibougamau vient à Montréal. Et donc, à Montréal, ben, l'avion ambulance, l'équipe se rend jusqu'à l'hôpital à Montréal, au CHUM, par exemple, au CUSUM, et donne le rapport aux soins intensifs ou ailleurs. Donc, il y a deux rapports. Puis le médecin qui est dans l'avion ambulance, ben, c'est sûr que ce n'est pas le médecin traitant,
C'est le médecin qui permet de maintenir le patient en vie jusqu'au point B. Et normalement, ce qu'on veut essayer, c'est que ce soit le plus stable possible durant le transport, qu'il n'y ait pas de manœuvre extraordinaire à faire. Donc, on essaie de stabiliser le plus possible à Chibougamau, pour donner un exemple. Puis, durant le transport, on est sur le pilote automatique le plus possible. Quand le patient arrive à Montréal, bien, c'est sûr que le médecin se fait questionner un peu, mais il y a quand même eu un rapport de l'équipe de Chibougamau à Montréal, par exemple. Mais il reste qu'il y a encore un transfert. Il peut s'être passé quelque chose durant le transport. Puis mon anecdote s'est produite alors qu'on venait de prendre le transfert au point en Gaspésie, je pense. Et le patient, on est dans l'avion, l'avion n'est pas très grand, là. Et le patient code, on dit ça dans le jargon, et c'est comme s'il y avait un arrêt cardio-respiratoire. Ça ne va vraiment pas bien. On est dans l'avion et on est trois. Il y a l'infirmière, il y a moi qui étais résident, puis il y avait le médecin. D'habitude, ils sont deux. Là, j'étais comme l'extra. Et quand il y a un arrêt cardio-respiratoire, bien, il faut faire le massage, puis il faut sortir les médicaments, tout ça. Mais moi, je suis le résident. Je ne sais pas où sont les médicaments. Ce n'est pas mon environnement habituel. Je suis là en stage. Mais là, l'infirmière se met à masser. Et là, je pense que c'est moi qui ai dit, je pense que ce serait mieux que ce soit moi qui masse. Parce que moi, je n'ai aucune idée où sont les autres, les médicaments, puis tout ça. Alors, on échange, puis ensemble, on a réussi à sauver le patient, mais on a pu optimiser le travail de l'équipe en maximisant les forces et les faiblesses de chacun. Mais c'est en communiquant qu'on a pu faire équipe et travailler ensemble. Donc, pour toi, la communication, ça occupe une place importante dans ta vie, particulièrement dans ton travail. Je pense qu'on ne le réalise pas tous, mais la communication, c'est une très grande partie de notre travail. Probablement 60-80 de notre travail, c'est de la communication. C'était pas prévu, mais est-ce que tu serais partant à répondre à quelques questions rapides? Ben oui, tout à fait. Est-ce que tu as peur de la mort comme médecin? Est-ce que j'ai peur de la mort? Non. Je te dirais catégoriquement non. Pourquoi? Ça va tous nous arriver, un jour ou l'autre. Par contre, est-ce que j'ai peur de la mort? Non, mais je tiens à la vie quand même. Puis je pense qu'il faut pas... il faut profiter chaque jour parce qu'on sait que la mort va arriver un jour. Dernière question, comment on fait quand on étudie, quand on est en médecine, là, pour s'habituer au sang et à tout ça, là? Est-ce que ça amène, il faut passer par une espèce de désensibilisation parce que les premières fois où on voit du sang et tout ça, ça doit être assez particulier. Oui, moi je me rappelle la première fois que j'étais en salle d'opération, j'ai vu une prothèse de hanche. Là, je vous épargne les détails, là, je t'épargne les détails, Stéphane, mais il y a un moment où la jambe n'est pas dans une position normale. Puis, On a déjà une image. oui, c'est ça. Là, j'étais avec une amie et on était deux, puis on était très jeunes, on n'était pas externes encore, on était étudiants en médecine. Mais j'étais content que le mur soit proche parce que j'avais chaud, je me sentais pas bien. Et c'est certain que je pense qu'il y a une certaine désensibilisation, comme tu le dis. Et il y en a qui réalisent que ce n'est pas pour eux. En médecine, ce n'est pas tout le monde qui voit du sang, là. Non, c'est ça. Bien, on le voit maintenant avec la pandémie, il y a des médecins qui sont spécialisés en santé publique. Exact. Les psychiatres voient moins souvent du sang que les autres. C'est un exemple, là. Donc, il y a un moyen
il y a de la place pour tout le monde, puis ce n'est pas parce qu'on n'aime pas le sang que la médecine n'est pas faite pour nous. En fait, la spécialité, ou ça, c'est clair qu'à un moment donné, dans notre formation, il y a du sang. Donc, il faut s'y faire. Mais je pense qu'on s'habitue. Puis, pour moi, aujourd'hui, j'en vois tous les jours du sang, puis je suis désensibilisé. Pas que ça ne m'inquiète pas, mais on apprend à vivre avec le fait de voir du sang. Alors, ça a été très enrichissant, Oui, cette c'est ça. capsule. Merci, Nicolas, et continue ton travail. Je salue euh, tous tes collègues, tout ce que vous faites, c'est extraordinaire et on ne vous dit pas assez souvent merci pour ce que vous faites. Bien, merci, Stéphane. Moi, personnellement, je n'ai pas besoin de me faire dire merci, mais j'ai à cœur que mes patients aient une belle expérience. Au plaisir. Salut.